Le gros de cette matinée sera, comme d'habitude, ces témoignages et ces exemples et ces contributions de différents acteurs du commerce associé à la thématique du jour, en l'occurrence la transmission. L'objectif étant de voir comment dans leur groupement, dans leur coopérative, ils font vivre la transmission, encore une fois, sous sa dimension multifacette. J'appelle Virginie Conti, qui est présidente de Sinalia, Olivier Cohn, qui est le directeur général de Best Western, Claude Gruffat, qui est le président de Biocop, Philippe Le Breton, adhérent Intermarché, membre du conseil de la Société civile des mousquetaires, Louis-Marie Vallée, associé U, administrateur de Système Ouest et responsable des postulants, et enfin Jean-Louis Bancel, président du groupe Crédit Coopératif. Messieurs, madame, bienvenue, et je me décale. Alors effectivement, beaucoup de monde, mais c'était précisément dans cette idée de pouvoir illustrer les différents sens du mot transmission, et vous allez le voir qu'avec chacun dans ce registre, on va investiguer une dimension particulière. On va démarrer, Louis-Marie Vallée, par vous. Vous êtes associé U, je l'ai dit, vous êtes à Villiers, vous êtes responsable des postulants, et quand on s'est vu, puisqu'évidemment je vous ai vu ou je vous ai eu les uns et les autres, on ne va pas faire semblant pour préparer éditorialement parlant cette manifestation, vous m'avez dit, moi la transmission c'est d'abord la transmission du savoir et la transmission des valeurs. Pourquoi vous m'avez dit ça, Louis-Marie ? Écoutez, je ne vais pas reprendre les mots qui ont été employés tout à l'heure par Yves ou Jean-Claude Jeunet, mais Serge en l'occurrence, parce que le patron c'est Serge. Serge, pardon, excusez-moi. C'est pas Yves Petitpas, déconnez pas. Hein. Non, j'ai encore la marque Ouest qui parle. En fait, la transmission chez nous, c'est la transmission d'une expérience aussi, une expérience de coopérateur. Nous sommes dans un mouvement coopératif, et il me plaît à penser qu'il y a un vrai mode de fonctionnement qui est singulier chez nous, et pour autant, c'est quelque chose qui s'apprend en accompagnement avec à la fois un patron associé ou les parents. Donc c'est quelque chose qu'il faut préparer très en amont. Vous avez mis en place d'ailleurs un cursus spécifique pour les postulants. Oui, tout à fait. Oui, Pourquoi avoir mis en place quelque chose d'à ce point-là spécifique ? En gros, est-ce qu'il faut leur transmettre, est-ce qu'il faut picouser, comme on dirait familièrement ? Comment ça se passe, cette étape-là ? La formation pour les postulants, qui est une formation. Alors on a deux publics, on a les internes et les externes. Les internes qui sont bien sûr les enfants d'associés, les directeurs, qui vont avoir leur parcours et leur expérience relativement longue, peut-être 10 ans dans l'entreprise, et puis les externes qui viennent d'autres enseignes éventuellement. Donc deux publics complètement différents avec des formations qui sont bien sûr différentes, dans leur organisation. Avec un public d'externes, on va essayer d'aller assez vite. C'est quelqu'un qui démissionne d'une ancienne entreprise, qui quitte un métier, donc il faut aller assez vite. Mais on a besoin de les accompagner et puis de prolonger un petit peu pour les externes leur connaissance de nos outils, du mode coopératif. Donc ça, c'est une transmission du savoir, et ensuite savoir. Des valeurs quand vous évoquez le monde coopératif. Voilà, la deuxième étape, c'est plutôt ça, dans l'échange qui va se créer avec ces groupes de postulants sur plusieurs mois, avec l'accompagnement des associés qui vont les former. On est sur la transmission des valeurs, tout ce qu'on peut évoquer dans un mouvement coopératif, de la proximité, de l'entraide, de l'implication. Et c'est là où on va voir vraiment l'émergence de cette fibre coopérative ou non. C'est pas un jugement de valeur en soi. Certaines personnes, j'en vois, sont faites pour s'épanouir dans un mouvement coopératif, d'autres non. Ça se matérialise comment, ce cursus ? Ça se passe où, comment, combien de temps ? Alors notre institut de formation Force U est basé à Montpellier. Donc toutes les formations sont dispensées à Montpellier. C'est une formation nationale. Nous avons toutes les régions, les 4 régions qui participent à ces formations-là. Donc on tient à ce que ça reste national avec des échanges justement des 4 régions. Et ça dure combien de temps, par exemple ? Alors comme je vous disais, 4 mois pour un externe, 1 an pour un interne, avec une alternance bien sûr magasin. On n'est pas qu'en institut de formation. Une part importante, c'est aussi pour les externes la connaissance de nos outils, notre mode de fonctionnement. Et puis pour les internes, c'est franchir cette étape supplémentaire qui fait qu'on passe de directeur en autonomie à entrepreneur. Un fils d'eux, c'est vous qui avez utilisé ce mot-là, il a absolument besoin de ce cursus, de cette phase de transmission ? C'est un passage obligé. C'est pas simple. Je peux vous dire que des fois. Ah oui, certains doivent considérer que ça n'apporte rien. Bien sûr. Et puis
on peut très bien me dire, écoute, moi si j'ai envie de transmettre l'entreprise à mon fils, je vois pas en quoi tu peux t'y opposer. Bon, il y a bien sûr là du travail à faire, faut convaincre plutôt que contraindre, mais on y arrive. Honnêtement, j'ai pas d'exemple de postulants. Et quand bien même, si c'était un souhait du parent ou du parrain, le postulant ne partage pas. Il a besoin, lui, justement, de cette formation, ce plus qui va lui être proposé, quoi. Ça serait un casus belli à vous entendre que... Ah, complètement. D'accord. À tel point que pour quelqu'un qui ne suivrait pas cette formation-là, un enfant d'associé, par exemple, Oui, je parlais bien des transmission se ferait pour le ou les magasins familiaux, ça s'arrêterait là. Aucune possibilité pour lui de pouvoir éventuellement avoir des ambitions sur d'autres magasins. Mais il aurait l'enseigne ? Il aurait l'enseigne, mais honnêtement, vous me posez des questions qui ne se posent pas, en fait. Qui ne se posent pas. On n'a pas eu à aujourd'hui. Oui, mais ça permet en creux de comprendre où vous fixez la frontière infranchissable de ce qui doit être absolument transmis et de ce qui est, à la limite, fait du superflu. En fait, voilà. Ce que vous dites, c'est que tout doit être transmis. Complètement. Le plus compliqué, c'est bien évidemment pour les enfants d'associés, si tel était le cas. Mais on a trouvé aussi des solutions avec des entretiens auprès des jeunes qui rentrent dans l'entreprise familiale après un parcours d'étudiants, et on essaye justement de les préparer à ces étapes qui vont être la formation au magasin, pas nécessairement dans le magasin familial d'ailleurs. On essaye de les convaincre aussi à voyager un petit peu, à aller voir d'autres modes de fonctionnement, et puis les préparer justement à cette échéance que sera la formation. Cette obligation, mais dans un temps donné, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la faire trop tôt. Si on veut vraiment qu'elle joue à plein, il faut vraiment la faire après ce parcours, et vraiment quand on est en situation de directeur autonome. Je vois à peu près comment on peut transmettre du savoir. Comment on transmet des valeurs? Ça paraît tellement plus impalpable, tellement plus immatériel. C'est le cas. Oui, j'imagine pas que ce ne soit pas le cas, mais comment ça se fait? Comment on arrive à expliquer à quelqu'un, notamment quand il vient de l'extérieur, par exemple, ce que sont les valeurs d'une entreprise, d'un groupement coopératif? On a la possibilité. Alors c'est vrai, quand on recrute des externes, et c'est le souci qu'on peut avoir nous aussi, on va avoir des vagues de départ, d'associés. On a un peu connu ce développement par vague. On a donc des départs à venir. On est en train de se préparer justement à créer un vivier de directeurs qui viennent de l'extérieur et qui sont potentiellement de futurs associés. Pour justement... C'est-à-dire pour qu'ils ne soient pas complètement externes, en fait. Pour qu'ils soient déjà il faut aussi qu'il y ait ce temps, voilà. Il faut qu'il y ait ce temps nécessaire pour que, à la fois, leur implication déjà dans un magasin, et surtout le fonctionnement, comment dire, par parrainage, va être aussi un moyen. À partir du moment où vous avez un associé qui parraine un externe, c'est quand même la meilleure preuve. Le parrainage, c'est en fait la meilleure façon de transmettre dans le temps des valeurs, parce qu'en gros, c'est ça. En tout cas, ça prouve quand même que derrière ça, il y a une vraie démarche de confiance et puis d'accompagnement, parce que tout reste à faire. Mais quelque part, c'est déjà un signe fort qui est envoyé pour le candidat. Le parrainage, pas forcément au sens financier du terme, au sens moral quasiment, c'est déjà une obligation chez vous? On peut difficilement parler de parrainage sans parler de parrainage financier, parce qu'on est tous contraints aussi d'aider des repreneurs qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'apports, qui n'ont pas eu l'occasion de se créer un capital. On doit les accompagner financièrement. C'est quand même, même si à côté vous avez tout l'accompagnement technique, il y a aussi, je veux dire, une caution qui se fait de manière financière. Mais c'est pas que ça. Il faut aussi, on peut pas simplement mettre de l'argent sur la table pour un postulant et puis après ne pas s'en occuper. Il faut aussi de l'accompagner. Donc il y a cette phase aussi de parrainage. D'où pour nous le modèle avec un fonctionnement assez en proximité. C'est toujours difficile. Je l'ai fait du parrainage vers des collègues qui sont dans la région Est, par exemple. C'est vrai que là, la distance fait qu'automatiquement, on n'a pas cette implication. La transmission impose une certaine forme de proximité. En fait. Ça peut aider. Après, c'est qu'un avantage. Mais on voit aussi, nous, beaucoup de mouvements interrégionaux. À quel moment dans le cursus, celui qui est dépositaire des valeurs du groupe, parce qu'il en est le président, en l'occurrence Serge Papin, intervient-il, si déjà il intervient?
Alors tout d'abord, oui, il intervient bien sûr à la fin du parcours. Hein, pour matérialiser le moment où on n'était pas tout à fait associé et le moment où on le devient. Oui, voilà, c'est vraiment, là c'est une symbolique, mais qui nous paraît forte aussi, que de dire à un postulant qui n'est pas encore associé, il faudra qu'il ait son magasin pour ça, mais qui a suivi le cursus de formation d'1 an, voire plus pour ceux qui ont été vraiment immergés pendant 2-3 ans dans les magasins, à l'issue de cette formation, que notre président national soit là pour leur remettre un certificat qui vient sanctionner à la fin d'une formation, c'est un signe fort. Après, l'important, c'est de rapidement être dans son magasin, d'obtenir le projet, avec là aussi une autre étape. Mais Serge intervient à la fin de la formation. Un peu d'introspection pour terminer, s'il fallait faire le bilan de cette organisation de la transmission, alors du savoir et des valeurs, on l'a bien compris. Qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Alors, on est en train de retravailler le cursus de formation pour peut-être, je ne veux pas dire mettre en place une formation à la carte, parce qu'on veut vraiment qu'il y ait cette émulation dans les groupes de postulants qu'on forme, qui sont à peu près une quinzaine. Donc on veut vraiment et c'est pour ça qu'on le fait toujours à Montpellier, on veut vraiment qu'il soit des moments importants pour eux que de se retrouver une semaine complète. Donc si on décidait de mettre un système de formation à la carte, avec pour les uns plutôt axé sur le management, les autres la finance, ils seront jamais ensemble, et puis on ne va pas avoir ce gain justement qu'est la formation, le fait de se retrouver, l'apport du consultant, mais aussi des autres, de l'expérience, le partage d'expérience. C'est un peu le compagnonnage qu'évoquait Serge tout à l'heure dans le film, avec Jean-Claude Jeunet. Pour autant, on travaille, on a des candidats qui sont tous différents, avec des parcours différents. On essaye de travailler vraiment une formation qui va s'adresser vraiment aux entrepreneurs, avec tout ce qui concerne le développement personnel, mais tout ce qui va concerner les outils, comme on fait aujourd'hui, la maîtrise de nos outils informatiques ou d'autres outils commerciaux, on va sans doute les mettre de côté pour qu'on soit vraiment sur le petit plus pour devenir entrepreneur d'un mouvement coopératif. Donc sans doute diminuer peut-être une part au niveau de cette formation, pas en temps, mais en tout cas vraiment ciblée sur le petit plus de la formation qu'attend un directeur autonome, mais qui doit se préparer à passer une étape, un cap important pour devenir entrepreneur. Oui, c'est plus de valeur et c'est moins de technicité, en quelque sorte. Ouais. D'accord. Ce qui fait la différence entre le directeur de magasin et l'associé. Complètement. À partir du moment où toute la partie technique aura été maîtrisée à l'avance, on a des cycles pour ça, qui sont les cycles directeurs. Merci Louis-Marie. Deuxième témoignage, toujours dans cette logique de la transmission. Je reste ici avec vous, Claude Gruffat. Vous êtes le président du réseau Biocoop, donc réseau de coopératives orientées produits bio et naturels. Alors vous, on va évoquer la transmission des valeurs, mais jusqu'au client, c'est-à-dire la capacité que vous avez à lui faire partager vos projets, vos combats. Alors quelques images tout d'abord, pour ceux qui ne verraient pas, elle va arriver, donc un magasin Biocoop. Dès que vous rentrez, vous allez le voir sur l'image d'après, eh bien, on vous prend à témoin et on vous explique que ce commerce n'est pas tout à fait comme les autres, qu'il répond à une charte. Des tas d'enseignes ont des chartes d'engagement, ont des positionnements. Bien peu le disent avec cette force-là, quasiment au niveau de la porte d'entrée. Vous êtes toujours dans l'entrée et vous allez voir que on prend, ça va arriver dans un instant, voilà, et ben on vous explique encore que ici on vend des produits différents. Ça veut dire que le combat marchandise de cette enseigne-là, il est véhiculé au consommateur avant même qu'il ait sa première expérience avec l'enseigne. Une posture aussi sociétale. Regardez cette affiche qui est aussi... Vous voyez, on n'a toujours pas pénétré dans la surface de vente qu'on vous dit déjà chez qui vous êtes. Cet agriculteur n'est pas une vache à lait. Des magasins qui respectent les producteurs, ça existe. Toute analogie avec d'autres enseignes serait évidemment pas le sujet du moment, mais en tous les cas, force est de constater qu'avant même, là encore une fois, de rentrer, vous expliquez ou vous tentez d'expliquer à votre consommateur que vous n'avez pas, selon vous, les mêmes valeurs que vos concurrents. Et puis enfin... avant-dernière image, vous en avez même fait une gamme marque de distributeur qui prend le nom d'Ensemble et qui systématiquement présente à la fois tous les maillons de la filière, de celui qui a fait pousser le blé en l'occurrence ici, de celui qui l'a moulu pour en faire de la farine, et puis enfin en l'occurrence Biocoop qui le vend, marque de distributeur, et puis peut-être de manière très très symbolique. Alors après on en pensera du bien, du mal, peu importe, mais ça illustre bien cette transmission de valeur. On est dans un magasin Biocoop il y a quelques jours, évidemment vous l'aurez reconnu dans l'Ouest, où le magasin incite les clients à donner des produits alimentaires pour soutenir les occupants
ils les appellent comme ça, de la zone à défendre, ils l'appellent comme ça, de ce fameux aéroport de Saint-Jacques-de-la-Lande. Encore une fois, l'idée n'est pas de savoir si c'est bien ou mal, mais ça illustre bien cette transmission des valeurs que vous voulez jusqu'à votre client. Ça veut dire que pour vous, Claude, prenez le micro, ça sera mieux, le commerce est forcément militant ? Bonjour. Alors, Biocop, moi j'aime bien caractériser en disant que c'est un réseau coopératif, déjà une première valeur, un réseau coopératif d'acteurs qui effectivement sont militants en bio. Donc vous avez évoqué un certain nombre de points forts qu'on met en avant. On fonde à travers ça un projet assez politique, en tout cas une proposition à la société d'un mode de consommation responsable. Et dans le mode de consommation responsable, j'aime bien l'évoquer en disant qu'on est sur l'idée, je vais prendre 3 exemples, qu'on n'hérite pas la terre de ses parents, on l'emprunte à ses enfants. Ça, c'est Saint-Exupéry, je crois, qui disait ça. Ouais, ou ça s'est même dit avant. J'étais pas né. Mais dans le monde environnemental, c'est la même chose, c'est-à-dire que on n'hérite pas d'un environnement, on cherche à transmettre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on emprunte aujourd'hui dans notre environnement pour le restituer demain, pour permettre quelque chose. Et puis le troisième, c'est sur un plan social, c'est-à-dire quel environnement social on crée aujourd'hui pour permettre demain à nos jeunes, donc à nos enfants, d'avoir une existence et de pouvoir vivre décemment dans la société. Donc 3 axes importants qui font évidemment appel à la RSE, mais qui sont pour nous dans nos gènes, dans notre ADN, et qui constituent en fait les valeurs que vous évoquiez et qui sont effectivement très présentes dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on propose en termes de démarche, à commencer par la gouvernance de la coopérative, puisque dans la coopérative, on a une gouvernance en 4 acteurs différents. Il y a les magasins, 330 magasins en France. Il y a les groupements de producteurs qui sont associés à la coopérative au même titre que les magasins, c'est-à-dire que dans la coopérative, avec les mêmes droits, les mêmes devoirs. Et puisqu'on est dans le monde de la coopération, c'est-à-dire que c'est ceux qui bénéficient des services de la coopérative. Et puis on a 2 autres collèges. Ce sont vos fournisseurs qui sont aussi coopérateurs, sauf qu'eux le sont déjà statutairement. Ce sont des coopératives ou des groupements de producteurs. Ce sont déjà des associés. Alors déjà, à l'origine, c'est clair, mais ils sont associés avec les mêmes droits, les mêmes devoirs. Ce qui veut dire qu'on a mis à la tête de Biocop, de la coopérative, 2 acteurs qui ont par nature des intérêts divergents, puisque l'un achète à l'autre et inversement. Donc là, on a déjà tout un enjeu de fonctionnement et de travail qui est tout à fait particulier. Et puis après, on a 2 collèges d'acteurs qui ne bénéficient pas des services de la coopérative, que sont les salariés des magasins et de la coopérative, qui peuvent être sociétaires, et puis des associations de consommateurs. Et ces 4 acteurs sont présents dans la vie de la coopérative jusqu'au conseil d'administration. C'est-à-dire qu'il y a une totale transparence et une vraie présence de l'ensemble des acteurs dans toutes les instances décisionnaires. On a une façon aussi d'impliquer j'ai pas envie de dire d'obliger, mais de motiver l'ensemble de ces acteurs dans la vie de la coopérative par tout un fonctionnement qui est statutaire, de présence à toutes les instances décisionnelles de la coopérative, qui sont en 3 niveaux chez nous. Il y a l'instance locale, régionale et nationale. Et on a dans l'organisation une nécessité de chacun de ces acteurs d'être systématiquement présent dans les instances. Pour dire qu'il y a une vraie volonté de faire vivre la vie coopérative à travers chacun et de faire en sorte qu'il ne reste pas sur le côté, que certains sociétaires ne restent pas sur le côté et se détachent un petit peu des fondements de ce qu'on fait. Donc ça, c'est 1, le code génétique de votre coopérative, et 2, c'est la gouvernance. Maintenant, évoquons ce que vous avez choisi de transmettre comme valeur, et notamment à vos clients. Pourquoi Biocop a fait le choix, à la différence de quasiment... il y a les valeurs de la coopération qui sont en train de... Voilà. Bon. Pourquoi Biocop a-t-il fait le choix d'aller jusqu'à prendre ses clients à témoin sur ses propres valeurs? Très peu le font ici dans ce monde. Ils sont tous groupements coopératifs, ils ont tous des tas de valeurs, mais ils ne le revendiquent pas trop. Système U, par exemple, ne dit pas à ses clients je suis une coopérative de commerçants, je ne suis pas tout à fait comme les autres. Alors, dans l'expression de sa communication, vous dites le commerce qui profite à tous. Ok, mais vous ne revendiquez pas forcément une posture très militante, Biocop, oui. Pourquoi vous le faites à ce point-là ? Je pense qu'il faut aller chercher ça dans l'origine de ce qui a constitué Biocop et qui a été un mouvement de consommateurs dans les folles années du lancement de la consommation
assez consumériste et effréné dans les années 60, où on a des consommateurs qui ont dit mais consommer de cette façon-là avec un tel niveau de gaspillage, pour nous c'est pas cohérent, c'est pas possible. Et donc ils se sont mis en refus de ce mode de consommation, tout simplement, rejoints par des producteurs qui étaient dans la même situation et qui ont défendu l'agriculture biologique dès ce moment-là. Et donc ces consommateurs sont des gens qui demandent en fait une cohérence dans la consommation. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une consommation responsable, parce que ces consommateurs disent mais on ne peut pas être dans la société aujourd'hui et avoir un comportement qui n'est pas cohérent par rapport à la façon de consommer. Il y a toute l'alimentation, mais dans la consommation, il n'y a pas que l'alimentation, il y a l'énergie. Aujourd'hui, on soutient la transmission énergétique pour aller vers la production d'énergie verte, on consomme, etc. Est-ce que, rappelez-vous les quelques photos montrées, on est à peine rentré chez vous que vous me parlez, avant même de me parler de produits, vous me parlez de vos valeurs. Est-ce qu'il faut le revendiquer? Pourquoi vous le revendiquez à ce point-là? Alors on va dire que c'est pas pour les revendiquer. C'est le bon sens de la revendication. Oui, non, mais j'entends bien. Mais c'est plus pour rassurer le consommateur qui vient chercher quelque chose, où on lui dit, oui, c'est présent ici, que de le revendiquer, en fait. Ce que vous dites, c'est que votre client, il achète à la fois vos produits et vos valeurs. Il vient chercher cet ensemble-là chez nous, et c'est pour ça qu'il vient chez nous. Donc on lui dit, effectivement, dès qu'il rentre dans le magasin, oui, c'est présent ici, et voilà sous quelle forme. Avec les valeurs de la coopération, de la transparence et de l'équité, avec tout le commerce équitable, vous avez évoqué tout à l'heure, etc. Puisque la marque Ensemble que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est effectivement une marque qui, pour nous, constitue le commerce équitable Nord-Nord qu'on a inventé il y a déjà plus de 10 ans, pour avoir aussi là une façon de travailler avec nos fournisseurs, avec nos groupements de producteurs, qui est différenciante par rapport à ce qu'on connaît habituellement. On n'est pas dans de l'achat spéculatif de court terme, ce que j'ai l'habitude de dire, mais dans la construction d'un prix avec l'ensemble des acteurs qui sont membres de la coopérative en partie, mais avec les autres, on a la même démarche. La défense des valeurs et la cohérence de vos valeurs par rapport à votre politique marchandise, puisque vous vendez quand même d'abord des produits, elle vous oblige par moment à faire quelques impasses. Vous ne vendez pas de fraises avant le mois de mai, par exemple, lorsqu'il y en a chez absolument tout le monde. C'est pas un handicap de vouloir à ce point-là parler de valeurs et agir en fonction de ces valeurs vers ses clients, parce que vous êtes quand même des commerçants? C'est quelque chose qu'il faut porter. C'est-à-dire qu'il faut avoir soi-même, dans son ADN, la forte conviction à transmettre à nos consommateurs là-dessus. Oui, il y a une saisonnalité dans les fruits et légumes qui est importante, et pour d'autres choses aussi. Et dire que c'est porteur de valeur parce que c'est protecteur de l'environnement, faire de la fraise sous serre chauffée au moment où c'est pas vraiment la saison, c'est extrêmement coûteux pour l'environnement, c'est pas cohérent pour un mode de production et de consommation bio. Donc on porte la saisonnalité comme une valeur importante et on cherche à la transmettre. Bien sûr qu'on a des clients qui nous interpellent, mais c'est là que c'est intéressant dans le rayon d'entamer une discussion avec les clients qui disent mais pourquoi il n'y a pas de fraises à cette saison, ou alors pourquoi il n'y a pas de fromage de chèvre à cette saison, etc., où il n'y a pas de tomates, où il n'y a pas de courgettes, etc. Et là on enclenche une discussion qui permet là aussi de faire passer les valeurs de ce qu'on fait et d'expliquer les fondamentaux de cette consommation responsable avec la saisonnalité, avec les préoccupations environnementales. On n'importe pas de produits par avion depuis plus de 25 ans parce qu'on considère que dans le poids de CO2 dans l'assiette du consommateur, c'est quelque chose qui est important. On périmètre nos approvisionnements de tout ce qu'on ne peut pas produire en France dans l'hémisphère nord et pas dans l'hémisphère sud. Puisqu'on Donc trouve vous dites, à peu oui, près... il y a un handicap commercial, mais il sert notre positionnement. Absolument. D'accord, parce que quand même, à la base, ça peut être un handicap commercial. Mais ça peut être un handicap commercial, sauf que le consommateur qui vient chercher une consommation responsable et des valeurs et qui les trouve, finalement, joue le jeu d'une consommation. C'est pas parce qu'on n'a pas de tomates en hiver qu'on n'a rien à manger. Il y a autre chose. Donc on peut se reporter sur autre chose et on est tellement content de les retrouver quand la saison revient, etc. Et retrouver ces cycles-là, c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir porter et mettre de l'intérêt, de la joie, de la découverte dans l'arrivée en saison, etc. Donc il y a tout un côté aussi plaisir à faire découvrir ou redécouvrir en étant dans cette relation-là à sa façon de consommer. Cette notion de transmission avec vos consommateurs, ça va aussi jusqu'à l'organisation de quelques magasins qui sont des coopératives de consommateurs. Coopératives de consommateurs qui sont les coopératives qui ont fait l'origine de Biocoop en fait, puisque je rappelais tout à l'heure que Biocoop est né de la rencontre entre consommateurs et producteurs, et ces coopératives de consommateurs aujourd'hui représentent on les a vus dans les images, des magasins qui sont extrêmement militants d'une part, et ça on le revendique très fort, à un point tel qu'on l'a mis dans notre
action et notre travail pour les 4 ans qui viennent, de revendiquer positivement le militantisme, ne pas le voir comme quelque chose de ringard et de contraignant par rapport aux gens qui nous suivent, mais au contraire, de porter la construction d'une société à valeur pour demain. Je disais tout à l'heure qu'on emprunte la société de demain à nos enfants, et ben de la porter dans ce sens-là. Et nos coopératives sont très militantes et très porteuses sur ce plan-là. Sur la qualité des produits, avec toutes les valeurs dont on en a évoqué quelques-unes, mais aussi sur toute la partie sociale, sur toute la façon de travailler avec notre social en interne, mais aussi avec la préoccupation du social dans les entreprises avec lesquelles on travaille. C'est-à-dire qu'on va jusque-là aussi dans ces préoccupations. Je résume en une phrase ce qu'il fallait retenir à mon avis, c'est que le militantisme, c'est pour vous le moyen de transmettre vos valeurs. Est-ce que j'ai bien résumé ? En quelque sorte. En quelque sorte. Bien. Merci Claude. Expérience suivante, Olivier. Alors, est-ce que vous avez un micro ? Vous pouvez l'applaudir. Ça vaudra aussi du coup pour Louis-Marie. Hein, prenez-les pour vous. Olivier Cohn, donc vous êtes le... Oh là 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 là, décidément les valeurs coopératives, il faut... Voilà, bon, on va espérer que la transmission là-bas tienne encore quelques heures. Olivier, donc vous êtes le directeur général de Best Western France, Best Western, donc chaîne hôtelière. Avec vous, 2 idées autour de la transmission de l'expertise d'un côté entre les associés qui ont une expertise et ceux qui ne l'ont pas, et d'un autre côté la transmission là très patrimoniale et le moyen dont la coopérative accompagne, encourage, encadre cette transmission. Premier temps d'abord, la transmission de l'expertise. Vous avez mis en place quelque chose d'intéressant. Ce sont des associés qui ont une expertise particulière qui la mettent au service d'autres associés, c'est ça ? Expliquez-nous pourquoi et le comment de cette transmission chez vous du savoir entre associés. Alors bonjour à tous déjà. Alors cette expertise aujourd'hui qu'on cherche à transmettre, c'est une expertise plus financière. C'est la première étape qu'on a choisie, puisqu'on s'est rendu compte, mais je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette salle se rendent compte aussi que les conditions d'octroi de crédit étaient relativement difficiles ces dernières années, ces derniers mois. Et donc on s'est posé la question avec le conseil d'administration sur ce que pouvait faire la coopérative pour essayer de faciliter cet accès au crédit de nos adhérents. Et on a décidé de lancer un groupe projet avec un certain nombre de nos associés. Et dans le cas de ce groupe projet que j'ai eu le plaisir moi d'animer, on s'est rendu compte que bien souvent, avant même la capacité à savoir monter des dossiers, beaucoup de nos adhérents ne savaient pas, n'avaient pas l'expertise pour bien présenter leur dossier, bien présenter leur projet à leur banquier. Et donc la première étape, c'était de bons hôteliers, mais pas forcément. C'est de bons hôteliers, de très bons hôteliers, mais qui ne sont pas des experts financiers, qui sont peut-être pas forcément toujours très bien entourés. Et on a la chance d'avoir, nous, dans le réseau, des gens d'horizons très, très divers, avec certains qui sont hôteliers de père en fils depuis plusieurs générations, d'autres qui sont d'anciens banquiers, d'anciens hauts fonctionnaires. Et donc, on a essayé de créer ce comité composé d'expertise ou d'experts plutôt orientés financiers qui vont venir conseiller, orienter, faciliter la transition entre le porteur de projet et nos partenaires financiers lorsqu'il y a justement des éléments à mettre en avant. Comment ça s'est formalisé ? Ça s'est formalisé très récemment, au mois d'avril dernier, lors de l'Assemblée générale de Best Western, où finalement l'ensemble de l'Assemblée générale a approuvé la constitution d'un comité d'investissement qui va justement pouvoir être appelé par nos associés pour les aider à réaliser, monter, valider des dossiers de financement. Et on va avoir cette capacité d'aller même une étape plus loin, puisqu'on a décidé justement de lever des cotisations spécifiques pour ces dossiers-là, d'apporter une partie des réserves de notre groupement pour justement pouvoir, sur un certain nombre de dossiers qui peuvent manquer d'un petit peu de tour de table. Ça, c'est l'intervention financière après coup sur les dossiers, c'est l'accompagnement, en gros, à la transmission. Mais je reviens sur cette notion de transmission de l'expertise parce qu'elle est quand même intéressante, c'est de dire, il y en a qui ont un savoir que n'ont pas d'autres dans le groupe et en fait, on organise le transfert de ce savoir des uns aux autres. Exactement. C'est des choses toutes simples, par exemple, mais je vais prendre un cas que je pense beaucoup doivent connaître, c'est beaucoup de nos adhérents n'ont pas idée de l'importance de leur notation Banque de France. Ils reçoivent chaque année un papier de la Banque de France qui dit « Voilà, cher monsieur, vous avez été noté tant ». Mais ils ne prennent pas le temps de prendre un rendez-vous, de les contacter à la Banque de France et d'aller expliquer, présenter leur bilan, présenter leur mode de fonctionnement pour essayer de gratter un petit peu cette note, mieux expliquer, mieux former justement leurs interlocuteurs. Or, quand on sait l'importance que
qui ont déjà les notations Banque de France, et qu'elles prendront naturellement dans les 2-3 prochaines années, si aujourd'hui on ne fait pas ce travail d'explication, de transmission d'expertise, c'est demain des problématiques supplémentaires. Donc vous demandez à ceux qui savent faire ça d'accompagner tous les autres qui ne savent pas le faire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de conflit d'intérêts entre ceux qui participent à des montages administratifs des dossiers et qui peuvent peut-être demain être incités, intéressés à l'idée d'y participer eux-mêmes? C'est un risque. C'est un risque qu'on a identifié, et donc pour essayer d'évacuer ce risque et essayer d'avancer dans la transparence la plus totale envers le réseau, justement pour faire valider cette stratégie, on a décidé de créer une charte sur laquelle l'ensemble des membres de ce comité vont s'engager, à ne pas pouvoir bénéficier des services de ce comité, 2, à ne pas pouvoir solliciter des fonds de la coopérative. Ils s'interdisent de pouvoir, dès qu'il y a un dossier qui est amené au sein de ce comité-là, ils s'interdisent la possibilité de pouvoir se porter à cœur de ce dossier-là sur une période minimale de 2 ans. Bon, les dossiers pouvant tourner, on s'est dit que cette période était relativement suffisante. Ça devient un sacerdoce du coup, parce que s'ils ne peuvent pas avoir accès à l'argent de la coopérative pour se développer eux-mêmes, s'ils ne peuvent pas participer à des dossiers qui leur paraîtraient très intéressants, quel est l'intérêt qu'ils y trouvent à le faire, à part peut-être une espèce d'ambition commune de la coopérative? C'est noble, mais quand même. Il y a très clairement une ambition commune de la coopérative, et après, les experts qui sont dans ces comités-là ont d'ores et déjà bien souvent très bien réussi dans leur vie professionnelle, donc n'ont pas besoin d'aller chercher ces petits suppléments de financement qui sont aujourd'hui plus réservés soit pour des propriétaires qui voudraient passer de 1 à 2 établissements, mais aussi également pour monter à l'étrier de jeunes directeurs d'établissements qui voudraient passer du côté de l'entrepreneuriat. Donc on oriente nos financements plutôt sur cette partie-là, et c'est vrai que ces experts ont aujourd'hui envie de partager leur savoir plus que d'aller chercher des dossiers supplémentaires. Donc c'est le vieux sage qui à la fin de sa carrière se dit il est temps que je transmette. Alors ils ne sont pas vieux, mais ils ont envie de transmettre. Ils sont sages. Ils sont très sages. D'accord. Ça s'est traduit par une décision récente chez vous. Ça se matérialise déjà ou pas encore? Oui, ça se matérialise déjà, puisque dès mercredi prochain, on a la première réunion avec un premier dossier, donc avec un directeur d'établissement qui souhaite justement faire une acquisition et qui justement cherche un peu d'expertise pour pouvoir présenter son dossier à nos partenaires, et puis une fois qu'on aura validé ce dossier, lui apporter cette expertise. J'espère que c'est les banquiers, jette c'est pour un ça que petit vous coup regardez d'œil Jean-Louis. sur la gauche là-bas. J'espère que nos partenaires, on lui demandera son avis après justement sur cette organisation. Et la Socorec pour nous suivre sur ce dossier-là. Oui. D'accord. Comment vous mesurerez le succès ou non de cette démarche-là? Forcément, par rapport au nombre de dossiers que ce comité sera amené à traiter, mais surtout par la satisfaction de nos adhérents. C'est le plus important. L'objectif, il est bien là, c'est pouvoir transmettre des valeurs, transmettre de l'expertise. Et on voit véritablement, d'ores et déjà, on organise régulièrement des réunions de région, ce sont des sujets qu'on nous demande de mettre à l'ordre du jour, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos adhérents ont des projets et ne savent pas forcément comment bien les traiter, et qu'il y a d'autres moyens que d'aller prendre sur sa trésorerie pour réinvestir dans son établissement. Au-delà du nombre de dossiers qui passeront devant ce comité, il y a peut-être aussi le taux de dossiers qui seront acceptés par les banquiers, qui matérialisera que, en fait, ils font bien leur job, tout simplement, non? C'est vraiment l'objectif. Si on a mis un comité d'investissement, c'est pour avoir des dossiers qui sont très clairement bien cadrés, que nous, on approuve, c'est-à-dire qu'on a regardé le business model et nos experts estiment que ce dossier est viable. On va faire appel, dans certains cas, à des tiers experts pour faire des études de marché, pour s'assurer encore une fois. L'objectif, véritablement, c'est de crédibiliser le plus possible nos dossiers et apporter non pas la crédibilité individuelle du porteur de projet, mais la crédibilité de l'ensemble du réseau et de la marque, pour faire en sorte que ces dossiers, derrière, passent beaucoup plus facilement. Pour faire court, pour résumer ce que c'est que ce premier volet de la transmission chez vous, cette transmission d'expertise, c'est plutôt une expertise au sens de la technicité de la chose, ou un petit poil politique aussi quand même sur les orientations et les dossiers qu'il serait bon de faire et les directions qu'il serait bon de prendre? Non, on est vraiment dans de la transmission d'expertise. Donc de la technicité pure. C'est véritablement de la technicité qu'on veut traduire. On a la chance d'avoir ces gens avec des parcours très différents et essayer de faire bénéficier tout le monde de ces expertises. C'est véritablement le point stratégique pour nous.
Deuxième élément de la transmission chez vous, là aussi c'est mis en place très, très récemment, c'est un outil financier d'accompagnement à la transmission, là au sens patrimonial du terme. Pourquoi vous avez ressenti ce besoin-là et comment ça s'est matérialisé? C'est un peu la suite logique. Hein. C'est une fois qu'on a aidé en termes d'expertise, de montage de dossiers, c'est de pouvoir dire sur certains dossiers, il peut manquer un peu de tour de table, ou il peut manquer un peu de crédibilité du porteur de projet, et il faut que la coopérative mère puisse mettre un peu de fonds sur la table. Et donc c'est cette deuxième étape qu'on a également lancée au mois d'avril. Et donc on a décidé de mobiliser une partie de nos réserves pour créer ce fonds. Et on a fait voter au mois d'avril lors de notre congrès et lors de notre assemblée générale une cotisation spécifique qui va amener l'équivalent de 300 000 euros supplémentaires chaque année dans ce fonds. Et l'idée, c'est justement qu'on puisse prêter une partie de ces fonds. Alors c'est très cadré, hein, il y a des la réglementation bancaire est. Voilà, vous n'êtes pas une banque pour autant, qu'on nous ne soit sommes clair. pas une banque pour autant, donc on fait très attention à ce qu'on fait de ce côté-là. Mais l'idée, c'est de pouvoir apporter le petit plus qui fait la décision sur le dossier, et surtout d'apporter encore une fois une dose de crédibilité supplémentaire sur le dossier, parce qu'encore une fois, la coopérative, la marque, s'engage avec son adhérent sur justement sa persuasion que le dossier est bon et qu'il sera rentable. Vous serez en possibilité d'intervenir sur combien de dossiers d'après vous? On a cadré, on se dit qu'on prêterait entre 50 et 200 000 euros. On va mettre 1 million d'euros sur la table pour commencer. On va récupérer 300 000 euros chaque année. Donc vous voyez, on ne va pas faire énormément de dossiers. Donc là, l'étape qu'on est en train de lancer, c'est justement de rencontrer nos partenaires pour justement imaginer un effet de levier et capitaliser sur ce qu'on a mis sur la table pour essayer de trouver des fonds équivalents pour que quand nous, on met 1 euro, certains de nos partenaires ou même des établissements publics, hein, comme la BPI ou Oseo, puissent rajouter 1 euro équivalent pour démultiplier la taille de ce fonds et faire en sorte que ce soit une stratégie gagnante-gagnante. Est-ce qu'il y a eu des freins au fait de lever cette nouvelle cotisation? Écoutez, étonnamment, pas trop, puisque la résolution de l'Assemblée générale est passée à la première fois. Hein, c'est la première fois qu'on présentait ce projet, et c'est passé avec un peu plus de 85% d'adoption. Donc c'est pas le 51% qui évoquait. C'est pas le 51% de Serge Papin qui fait pas vraiment une adhésion, qui fait pas d'adhésion et qui nous aurait posé un vrai problème. Non, il y a eu une vraie adhésion parce que la problématique, elle est importante pour nos adhérents. C'est comment est-ce que je grandis, comment est-ce que je transmets à mes enfants ou à mes descendants, ou comment est-ce que je mets le pied à l'étrier de mon directeur d'établissement qui lui aussi a envie de devenir propriétaire et entrepreneur. Bien, merci Olivier. Alors là, la transmission, vous l'avez vu au travers de 2 idées. La transmission de l'expertise entre des adhérents dans le groupe qui ont une expertise particulière qui fait défaut, vous ne l'avez pas tout à fait dit comme ça, mais ça revenait à ça, qui fait défaut à d'autres au moment de monter des dossiers. Et deuxièmement, la création d'un outil de transmission, ou en tous les cas pour accompagner les transmissions, un outil financier au sein de la coopérative. Petit clin d'œil en image pour voir un autre volet, une autre illustration de la transmission. On part chez Gedimat, on va dans le sud-ouest et vous allez voir, là aussi, c'est une affaire de transmission. Regardez. Originaire du Médoc, c'est à Toulouse que Sébastien Cassereau a développé son esprit d'entrepreneur. Après une première expérience dans le monde du travail comme comptable, Sébastien rentre dans le réseau coopératif Gedimat en tant que salarié sous la fonction de responsable d'agence. 9 années plus tard, le voilà propriétaire de 4 points de vente de ce même réseau. À 35 ans, c'est un parcours exemplaire, permis notamment par l'ascenseur social propre au réseau du commerce associé et à l'accompagnement fourni par le groupement lors de la transmission. C'est en fait mon ancien directeur qui est monsieur Alain Viau qui m'a proposé cette opportunité en me disant qu'il y avait un adhérent qui partait à la retraite très prochainement, savoir si je voulais toujours me positionner ou si j'étais intéressé par cette éventualité. Débute alors une phase de réflexion et pour sauter le pas et devenir entrepreneur, Sébastien a profité de l'aide offerte par le groupement, notamment à travers une étude de marché. On m'a présenté cette étude-là, donc ça m'a permis de m'y pencher, de venir constater aussi par moi-même, de rencontrer aussi les salariés de l'entreprise. À cette période-là, c'était quand même assez incognito. Les salariés n'étaient pas forcément au courant de la vente de l'entreprise, mais je suis venu plusieurs fois. J'ai rencontré des gens très très concernés par l'entreprise, impliqués et aussi inquiets sur le devenir de leur entreprise, puisqu'ils se doutaient qu'il allait se passer quelque chose. Donc quand j'ai senti cette motivation-là chez ces salariés,
ça m'a vraiment aidé dans ma décision de devenir vraiment entrepreneur sur cette entreprise-là qui me correspondait bien, puisqu'avec des valeurs humaines importantes. L'aide financière du groupement a également été déterminante. Ils m'ont aidé à monter un projet financier à présenter aux banques. Ils ont d'ailleurs été présents lors des entretiens avec les partenaires financiers, aussi bien mon expert comptable à moi que l'expert comptable du groupement. Et on a présenté un projet financier aux banques afin qu'ils puissent accepter. Dans le montage financier aussi, le groupement m'a aidé puisqu'ils ont repris en fait l'ancienne entreprise Matériaux Sud, c'est eux qui l'ont racheté. Et aujourd'hui, j'ai un contrat location-gérance où je suis locataire gérant via Gédimat et notamment Gédisud. Dernière particularité et dernière aide, une période de transition pour Sébastien. Pendant 6 mois, l'ancien propriétaire des 4 points de vente l'a aidé et conseillé à un vrai passage de relais. On était sur la même longueur d'onde. Lui avait envie de céder son entreprise, mais avait surtout envie de la voir continuer à progresser. Donc on s'est relativement bien entendu et dans le protocole d'accord que l'on a signé, on avait signé un accompagnement tous les deux de 6 mois. Donc on a passé 6 mois ensemble à discuter des différents points, discuter des points, des leviers aussi dans cette entreprise. Ce que lui avait ressenti, ça faisait 20 ans qu'il avait cette entreprise. Donc on a pas mal échangé sur ce sujet-là. C'est grâce à l'accompagnement du réseau et à son travail que Sébastien a pu passer de salarié à entrepreneur, en gardant toujours à l'esprit les valeurs de solidarité et de partage développées par le commerce associé. Voilà, alors, 2 idées particulières dans cet exemple de transmission. D'abord qu'il y a de l'affect dans une transmission, par principe, vous l'avez entendu, et que quand on démarre, on a besoin d'avoir un certain accompagnement, et vous voyez le rôle de la coopérative dans l'accompagnement. Alors, le groupe qui illustre le plus ce besoin d'accompagnement, ce besoin de renouvellement, cette volumétrie de la transmission, je l'évoquais tout à l'heure avec Alexandra, c'est Intermarché, ce sont les mousquetaires, puisque Philippe Le Breton, ne serait-ce que par votre nombre, vous avez en gros à peu près, je crois, 300 transmissions à organiser chaque année. Oui. Et là, ça pose tout de suite quand même le sujet, 300. Hein. Disons que on va plus vite à l'essentiel. Oui. En gros, si vous voulez, il y a 3000 points de vente, il y a 3000 adhérents, pardon, il y a à peu près 3500 points de vente, puisque bon, il faut savoir qu'on est aussi présent au Portugal, en Pologne et en Belgique, donc ça démultiplie effectivement la problématique. Et si on prend statistiquement, il y a entre 8 et 10% du parc qui change de main à peu près tous les ans. Alors, je vais à peu près poser la problématique, ça sera plus simple. Quand on dit 10%, ça veut dire qu'en gros, on a entre 250 et 300 points de vente qui changent de main. Et après, s'applique chez nous ce qu'on appelle un peu la règle des tiers, c'est qu'un tiers des points de vente sont repris par d'autres adhérents, donc c'est des gens qui sont dans le groupement. Il y a un tiers qui sont repris par des collaborateurs amont ou des collaborateurs de points de vente, enfin des anciens directeurs de points de vente, et un tiers qui sont des recrutements à l'extérieur. Alors vous le formulez différemment, mais c'est la même logique que ce qu'on avait tout à l'heure chez Système U. Eux, ils appellent ça les internes et les externes. Vous, en fait, vous les avez en 3 typologies. Voilà. Le fils d'eux, le salarié et celui qui vient d'ailleurs. Pas forcément le fils d'eux, parce que ça peut être aussi un adhérent qui est en place et qui souhaite qui veut se développer, qui veut reprendre une deuxième affaire ou qui veut prendre une affaire plus importante. Un entrepreneur déjà en place ou un descendant d'entrepreneur. D'accord, pour être précis. Voilà. Donc en gros, vous avez ces 3 tiers-là et donc c'est un vivier que vous devez alimenter. Oui, ça nous oblige globalement à recruter à peu près entre 200 et 250 postulants à peu près par an. Hein. Et on a un vivier qui aujourd'hui est d'ordre d'à peu près de 400 postulants. En gros, on travaille avec, entre guillemets, à peu près 2 ans d'avance. Alors, je voudrais pas qu'on résume ça au nombre parce que ça va faire peur, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'inscrit dans notre démarche et qui est importante parce que ça oblige à avoir une organisation très spécifique par rapport au recrutement, etc. etc. Oui, le nombre n'est pas la fin en soi, mais ça implique quand même un certain type de moyens qui ne se posent pas aux autres groupements ici présents, parce que forcément, ce n'est pas la même volumétrie. Comment vous alimentez ce vivier de postulants ? Alors, ce vivier de postulants... Alors, je vais juste avant rajouter 2-3 choses pour bien comprendre comment on fonctionne, parce qu'on a effectivement une terminologie qui est importante et qui a tout son sens chez nous. C'est-à-dire qu'en gros, on a 4 statuts dans le groupement des mousquetaires. On a un premier statut qui est le statut de postulant, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est des gens que l'on va recruter pour devenir adhérents. Ça, c'est notre deuxième statut. Adhérents, nous sommes à ce moment-là uniquement propriétaires de nos affaires et donc chefs d'entreprise. On a un troisième statut qui est le statut d'associé, alors qui est propre à notre groupement, mais qui s'entend pas forcément
dans le même sens que dans les coopératives. Et effectivement, ce statut d'associé nous donne à aujourd'hui la copropriété du groupement. Et nous sommes aujourd'hui 1400 associés, et à partir de l'Assemblée de demain, nous serons 1500. On va rentrer sans d'un coup. Et on a un quatrième statut qui est important par rapport à notre thème aujourd'hui de la transmission, c'est les persévérants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les adhérents qui ont fini leur carrière, entre guillemets, dans le groupement des mousquetaires et qui ont vendu leur affaire ont cette possibilité de devenir persévérants. Alors ce statut-là, on n'y pense pas toujours, mais il est important parce que il favorise, vous allez bien voir qu'il va favoriser après toutes les transmissions qui peuvent se faire à l'intérieur du groupement. Donc ces quatre statuts-là sont importants. Donc alors, postulant, adhérent, associé, persévérant. Voilà, tout à fait. Et donc, pour répondre à la question, au niveau du recrutement, il y a beaucoup de recrutement qui se fait évidemment par rapport aux enfants d'adhérents. Bon, c'est ce que vous avez dit. Après, bon, il y a beaucoup de collaborateurs qui sont déjà dans le groupement et qui souhaitent créer leur propre entreprise, parce que évidemment, quand vous avez un directeur depuis plusieurs années, si on n'arrive pas à le convaincre de devenir lui-même adhérent, c'est qu'il manque quelque chose dans la chaîne. Et la dernière chose, c'est qu'on arrive à convaincre un certain nombre de chefs d'entreprise à l'extérieur ou de cadres à créer eux-mêmes leur propre entreprise. Donc on participe à beaucoup de salons ou de création d'entreprises. C'est pour ça qu'on vous voit sans doute de manière plus impactante que d'autres en recrutement, page de pub à la pluie, stand sur des salons, parce qu'il faut remplir ce vivier à postulants. C'est-à-dire que c'est comment dirais-je, c'est l'histoire du groupement qui était écrite comme ça et qu'il faut faire perdurer, quoi. Donc, et nous, on tient. Alors, ce qui est très très important, ce que l'on tient, c'est que avoir cet équilibre-là, c'est-à-dire d'avoir toujours un tiers de personnes qui viennent de l'extérieur, parce que la notion la plus importante pour nous, bon, on est dans plusieurs métiers, mais la notion la plus importante, c'est la notion de chef d'entreprise. Hein. C'est la notion qu'on met le plus en avant, c'est cette notion de chef d'entreprise. Donc après, il va choisir de faire son métier dans l'automobile, dans la restauration, dans le bricolage ou dans l'alimentaire, mais c'est la notion de chef d'entreprise. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des talents nouveaux. Donc on va chercher un peu dans tous les domaines, quoi. Donc on a bien compris un nombre important de postulants, un tiers. On a ces postulants, qu'est-ce qui leur arrive? Comment on en fait des chefs d'entreprise adhérents? C'est un parcours, j'imagine, comme c'est un peu le même parcours que chez Système U, c'est-à-dire qu'en gros, on a une formation qui est entre 4 mois et demi et 6 mois, avec une grosse alternance, si vous voulez, entre des formations théoriques et des formations pratiques. C'est-à-dire que chaque postulant est rattaché à une région et fait toutes ses formations pratiques sur la région entre guillemets de rattachement, pour quand même favoriser d'une certaine façon sa vie de famille, quoi. Mais en gros, c'est une formation qui est entre 4 mois et demi et 6 mois. Mais alternance, formation théorique, formation pratique. Et on s'aperçoit qu'au fil du temps, parce que nous, on est très, très... au niveau de la Société civile mousquetaire, si vous voulez, donc c'est un peu le conseil de surveillance du groupement des mousquetaires, on est très impliqué dans cette formation-là. C'est-à-dire que dès le départ de la formation, on rencontre les postulants, on travaille beaucoup avec eux, et maintenant, à la fin de la formation, on refait le point avec eux pour voir ce qu'il faut améliorer. Et ce qui nous est souvent dit, d'ailleurs, et c'est assez surprenant parce que c'est pas le même message qu'on a entre le début et la fin. Au début, on nous dit, bon, 6 mois, c'est long. Et en fin de compte, à la fin de 6 mois, on nous dit, si on pouvait avoir quelques formations pratiques en plus, ça serait pas mal, quoi. C'est-à-dire, ils placent ça sur le terrain très technique et pas forcément tout à fait. Des valeurs. Mais c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils voient en théorie et effectivement qu'ils n'ont pas forcément le temps de mettre en pratique. Par exemple, le pilotage d'un fichier, bon, si vous n'êtes pas, entre guillemets, devant l'écran et à travailler sur le fichier, vous ne savez pas exactement comment ça fonctionne. Est-ce que ce parcours, là aussi c'est la même question que tout à l'heure à Louis-Marie Vallée, est-ce qu'il est obligatoire, quel que soit le profil du tiers qui est considéré dans le vivier des postulants? Il est obligatoire, oui. D'accord. Même quelqu'un qui a déjà une longue expérience. Il est d'autant plus obligatoire que même, par exemple, parce que je vois à peu près la question, par rapport à des fils d'adhérents, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la commission d'agrément, c'est-à-dire que déjà le passage obligé, c'est qu'il faut être agréé pour pouvoir devenir postulant et rentrer dans le circuit mousquetaire. Hein. Oui, mais c'est une autre question que d'envisager le fait que le parcours il n'y a pas de passe-droit. Il n'y a pas de passe-droit. Il n'y a pas de passe-droit, c'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Et il y a d'autant plus pas de passe-droit que souvent, je pense que beaucoup d'enfants d'adhérents, entre guillemets, ont besoin de cette formation-là, peut-être plus que d'autres. Pour apprendre quoi? Parce des qu'ils valeurs ont peut-être ou pas de forcément, voilà, pour apprendre un peu tout, parce qu'ils n'ont peut-être pas toujours la bonne vision de ce qu'est un mousquetaire au quotidien, quoi. Donc c'est une façon de les remettre dans le sens
de la coopérative. Tout À à demi-mot, fait. c'est Oui, ce tout à que vous fait. dites Oui, quand oui, même. oui, Hein. oui. D'accord. Donc, on a les postulants, on a leur parcours de postulants, vient l'installation. Comment ils sont accompagnés, comment ils peuvent être éventuellement financièrement épaulés. Alors, il y a des outils chez vous depuis plusieurs années. Ça s'appelle Promex, c'est ça, si ma mémoire est bonne? Oui, on a un organisme financier, disons, qui facilite toute la mise en place des financements, disons, qui fait en gros l'interface entre les banques, enfin le système bancaire et le futur chef d'entreprise. Donc cet organisme-là, qui est propre au groupement des mousquetaires, qui existe depuis 30 ans, connaît parfaitement les problématiques de la création d'entreprise ou de la reprise d'entreprise, parce qu'il s'en fait de plus en plus de points de vente. Et effectivement, c'est l'interface entre les banques, etc. Donc en gros, c'est une sorte de caution qu'amène le groupement par rapport à ce nouveau postulant, quoi. Donc là, c'est l'outil financier. Voilà. Vous avez en parallèle une logique un peu plus morale avec ce que vous appelez les référents. Oui, alors c'est quoi la différence entre les référents et un terme qu'on utilise souvent, Guy Leclerc en a parlé tout à l'heure, du parrainage, parce que finalement, ça ressemble un peu dans tout ça. oui, mais on ne veut pas non plus. Vous ne vouliez pas utiliser le même mot que les autres, Pas notamment que les autres en particulier. Puis la symbolique est plus importante pour nous. Je pense que c'est quelque chose sur laquelle on a évolué ces dernières années, qui nous semble importante, c'est qu'il nous manquait un maillon dans la chaîne, malgré qu'il y a beaucoup de recrutement, beaucoup de formation, etc. Il nous manquait ce maillon dans la chaîne, c'est pour ça que je rappelais les différents statuts. Et ce qu'on a demandé à travers les références, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement et une intégration beaucoup plus importante des futurs postulants. Elle se fait grâce à nos associés. C'est-à-dire qu'on a impliqué beaucoup plus les associés dans toute la démarche par rapport aux postulants. Donc chaque postulant aujourd'hui est accompagné de 2 associés référents qui vont l'accompagner dans sa vie de mousquetaire jusqu'à ce que lui-même devienne associé. C'est pour ça que je tenais à vous expliquer les 4 étapes. D'accord, donc on lui tient la main le temps qu'il est adhérent, on lui lâche le jour où il est associé. Voilà. D'accord. On estime qu'à partir du moment où il a fait le parcours normal et qu'il est devenu associé, donc copropriétaire du groupement, on peut le lâcher. C'est une étape qui peut durer combien de temps? C'est au minimum 2 ans et demi, et si au bout de 10 ans on n'y est pas arrivé, on va laisser tomber quand même, quoi. Ouais, donc à un moment donné, il faut enlever les petits trous derrière quand même, hein, Voilà, c'est ça. c'est ça, oui. D'accord, ok. Ce référent, il a quelle mission concrète? On a compris l'esprit, mais ça se matérialise comment? Puisque vous avez dit, il n'y a pas de finance là-dedans, on est d'accord? Non, il n'y a pas de finance. Pour moi, sa vraie mission, c'est de favoriser son intégration, parce qu'on s'aperçoit que malgré tout, quand vous êtes dans un groupement qui fait 39 milliards de chiffre d'affaires, 3000 chefs d'entreprise, etc., ça fait une grosse machine. Et quand du jour au lendemain, vous rentrez dans ce groupement-là, vous pouvez être un peu paumé, quoi. Donc c'est de savoir par quelle porte il faut rentrer, qui il faut rencontrer, comment ça peut aller plus vite dans l'intégration. C'est vraiment un vrai véhicule d'intégration et de connaissance du groupement, et donc, comme vous le dites, de transmission des valeurs. Je vais me faire volontairement l'avocat du parrainage total, c'est-à-dire et moral et financier. C'est que le parrain, dès lors qu'il est un peu mouillé dans l'affaire, il va forcément s'y intéresser davantage que s'il est simplement une espèce de super tuteur qui aide à trouver quel est le bon service pour remplir tel document ou pour ouvrir telle porte. Parce que le fait que ça soit que moral, le risque existe peut-être que le référent soit moins impliqué que s'il était mouillé financièrement. Oui, d'accord, mais de toute façon, comme on le disait, il y a déjà tous les outils qui existent. Et puis, nous, on est vraiment pour que le chef d'entreprise se réalise lui-même, quoi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à un moment, il faut qu'il sache que l'argent, ça se trouve pas facilement, qu'à un moment, il faut les tirer. Vous pensez qu'il y en a qui en doutent? Donc il y a toute une démarche de chef d'entreprise, parce que vous-même, on le voit bien, vous passez pas facilement du statut de directeur, par exemple, d'un point de vente, même si vous êtes dans un point de vente performant, au statut de chef d'entreprise. C'est des problématiques complètement différentes. Et je pense qu'à un moment, il y a cette notion de responsabilité de chef d'entreprise qu'il faut mettre en avant. Donc ça, c'est quelque chose qui est récent, la mise en place des référents. C'est à peu près 2 ans, oui. D'accord. Donc, historiquement, c'était l'accompagnement financier de la transmission. Désormais, c'est l'accompagnement un peu plus moral, on va le dire comme ça, Oui. de la transmission. Ça nous semblait nécessaire d'avoir les deux, quoi. Je reviens sur les 4 typologies, on va terminer par là. Les fameux persévérants. Oui. Ils font quoi? Parce qu'ils ont des tas de choses à transmettre, ceux-là. C'est bien. Ne serait-ce que leur expérience. Tout à fait. C'était tout l'intérêt, et c'est pour ça qu'ils sont très très impliqués dans le circuit des postulants. C'est-à-dire que maintenant, pendant leur cursus de formation au niveau des postulants, on demande aux persévérants de les accompagner. Alors ils sont beaucoup plus présents les premières semaines, mais au fil du temps, et effectivement, ça nous les contacte, parce qu'en fin de compte, la transmission des valeurs, c'est quoi? C'est la rencontre des hommes, parce que
qui peut mieux que transmettre les valeurs que les hommes, et en particulier les anciens adhérents. Alors on leur demande pas non plus de refaire la guerre 14 parce que c'est le risque. C'est le risque. Mais effectivement, bon, généralement, quand vous acceptez d'avoir ce statut-là dans notre groupement, c'est que vous avez aussi envie de transmettre plein de choses, quoi. Et ça ressemble un peu à ces super banquiers d'affaires, je caricature un peu Olivier, hein, que vous avez mis dans votre comité d'investissement, qui transmettent ce qu'ils savent par ailleurs à ceux qui aujourd'hui sont dans l'action. Ça revient à ça. Ils le font bénévolement ? Oui, tout à fait. D'accord. Et ils sont combien aujourd'hui pour l'anecdote ? Les persévérants, je crois qu'on doit être à peu près 300. D'accord. Et ils sont tous chargés d'une mission ? Ah non, mais c'est comme dans tout système. Parce Il y en a qui prennent et d'autres qui prennent oui, pas. c'est D'accord. toujours les lois des tiers. Ah oui. Les tiers de mouton, le tiers de bon, et j'ai oublié le troisième tiers. Le tiers d'excellence. Voilà, le tiers d'excellence. Non, ça rime pas, ça ne doit pas être celui-là. Merci Philippe. Alors, avant-dernier témoignage, celui de Virginie. Je vais juste rajouter Vas-y. une chose, c'est que je pense que dans nos systèmes, ce qui est le plus important, c'est de créer du lien, quoi. La transmission, c'est de créer du lien entre les hommes, et c'est fondamental, quoi. D'où les différents étages, et notamment ces fameux persévérants par lesquels on avait terminé. Alors Virginie, vous êtes la présidente de Sinalia, bijouterie, voilà, pour faire vraiment très très court. Déjà, vous, la transmission, vous l'avez connue, ne serait-ce que vous-même, puisque vous êtes une enfant de bijoutier. Oui, tout à fait. Moi, je l'ai connue d'un point de vue personnel. En plus, c'est une grande histoire, puisque je suis la 8e génération dans ma famille. Là, la transmission, on peut vous en reprendre parler. Elle a 2-3 arguments quand même. Hein. J'ai un peu d'expérience de la transmission familiale. Comment ça s'est passé dans votre cas? Puis après, on élargira bien évidemment autour de ce que vous faites dans votre groupement. Comment se passe la transmission quand on est la 8e génération? Est-ce qu'on est obligé, comme chez Intermarché ou chez Système U, à en passer quand même sous les fourches codines d'un parcours de postulant? Non, chez Sinalia, ça n'existe pas, enfin en tout cas pas encore. Ouais. Moi, j'ai repris l'affaire de mes parents, mes grands-parents, etc., et qui était déjà dans un mouvement coopératif et chez Sinalia. Donc voilà, ça s'est fait de façon très naturelle. Et mon intégration dans la coopérative s'est faite par ma présence dans les réunions, ensuite par ma présence dans les commissions et ensuite au conseil d'administration. Alors quand on a évoqué tous les deux en amont de cette journée la transmission, vous m'avez dit en gros, pour moi la première des transmissions, c'est la transmission de l'information dans un groupement de commerçants qui n'ont pas forcément toujours les bonnes occasions ou assez d'occasions pour que tout ça circule normalement. Ça veut dire que la première des transmissions, c'est ça, c'est en gros savoir ce qui se passe dans la communauté qu'est la coopérative. Oui, ce qui est important, c'est que une des valeurs très fortes de la coopérative, c'est le partage. Et donc, pour que le partage fonctionne, pour que les associés, les adhérents aient envie de partager leur expérience, leurs connaissances, il faut que cette valeur, cette valeur soit partagée par tout le monde. Et ça passe par l'information. Que tout le monde ait connaissance de ce qui se passe, de ce qui existe, de ce qui peut être fait. Donc ça, c'est important en termes de cohésion du groupe. Et pourquoi c'est une problématique? Parce que, comme c'est des petites affaires, ils n'ont pas forcément le temps de dégager pour participer à des réunions régionales, nationales ou que sais-je encore? Oui, c'est ça l'explication, en sans partie, doute. c'est ça. C'est-à-dire que chez nous, on a 3 grands rendez-vous dans l'année où on réunit nos associés. Et effectivement, il y en a qui participent à toutes ou quasiment toutes. Il y en a qui viennent une fois de temps en temps et il y en a qui viennent très peu. Et donc l'enjeu, c'est cela, c'est d'essayer qu'ils fassent quand même partie de la cohésion du groupe et qu'ils partagent aussi leurs expériences. Oui, faute de quoi, faute d'information, la coopérative leur apparaîtra très éloignée. Exactement. Et cette communauté de destin, là, on va l'appeler avec un joli mot, mais c'est quand même ça, quelque chose qui ne sera pas incarné. C'est important qu'il y ait vraiment une notion de groupe et d'appartenance à la coopérative. Et donc, voilà, c'est important que cette information. Est-ce que vous sentez circule. que ce que vous évoquez, vous, en tant que présidente de ce réseau-là, est partagé par la base? C'est-à-dire, vous, votre vision qui est de dire il faut que ça circule parce qu'il faut créer cette communauté, est-ce qu'il n'y en a pas à la base qui sont moyennement convaincus et qui viennent là quasiment comme un guichet, malheureusement? Oui, il y en a, mais justement, c'est notre rôle aussi de faire changer cette vision de la coopérative à ses associés. Pour ça, c'est important de créer du lien avec eux, de les rencontrer, d'essayer de les rencontrer régulièrement. Donc, si c'est pas eux qui viennent à nous dans le cadre des réunions, il faut aussi qu'on aille vers eux sur le terrain pour leur montrer que la coopérative, c'est pas juste un guichet, comme vous dites, mais c'est aussi un état d'esprit. Alors, sur la transmission, maintenant, non plus
de l'information pour créer cette cohésion, mais ne serait-ce que sur ce parcours postulant alors qui n'existe pas. Qu'est-ce que ça vous a inspiré d'entendre à la fois Louis-Marie Vallée, Philippe Le Breton? Est-ce que vous dites, alors évidemment, c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes tailles, soit. Oui, mais est-ce que sur l'idée, ça donne envie, oui. Je trouve que c'est c'est un sujet sur lequel on a commencé à réfléchir. On n'est pas aujourd'hui encore à la construction, mais ça fait un moment qu'on y pense. Et je pense que leur expérience est vraiment très très importante. Oui, parce qu'en gros, votre cursus d'intégration, on va l'appeler comme ça, est un peu light, c'est ça? Oui, tout à fait. On a une journée ou deux d'intégration qui se passe au siège de la coopérative, où ils font connaissance avec les différentes personnes avec lesquelles ils vont être en contact, C'est plus etc. de la transmission relationnelle, savoir où est le bureau du marketing, où est le bureau des achats, que de la transmission de valeur, en fait. Après, la transmission se fait principalement par le contact qu'on peut avoir avec eux, soit dans les réunions, soit par l'intermédiaire des animateurs d'enseigne, des gens qui sont sur le terrain. Mais effectivement, c'est pas aussi formalisé que ce qu'on a pu voir dans d'autres groupements. Et je pense que c'est important de le formaliser peut-être un peu plus, notamment le parrainage, alors qu'on l'appelle parrain ou référent, ou qu'on trouve encore un autre mot. Ou persévérant, ou tuteur, peu importe. Ou tuteur, ou comme on voudra bien l'appeler. Je pense que c'est quelque chose d'important pour la transmission justement des valeurs de la coopérative. Et ça vous semble possible à mettre en place chez vous? Parce que ça, c'est pas une affaire de taille dans l'absolu. Non, bien sûr que ça me semble possible. C'est une question de volonté et de mise en place de l'organisation. Oui, il faut qu'il y ait assez de coopérateurs qui aient envie de transmettre. Tout à fait. Parce que ce sont ceux-là qui seront des parrains ou des référents, peu importe. Il faut les convaincre que c'est important qu'ils aient ce rôle-là. Et le terreau sur ce sujet-là, il est fertile aujourd'hui chez vous, d'après vous? Oui, parce que comme beaucoup d'autres coopératives, on a cette question de la transmission qui est importante. Au sens patrimonial. Au sens patrimonial, exactement. Donc je pense qu'il y a forcément un moyen de sensibiliser les associés à ce sujet. D'autant que sur l'aspect financier des choses, vous avez déjà avancé. Oui, tout à fait. On a voté à l'Assemblée générale il y a presque un an la constitution d'une coopérative financière qui a pour but de participer, d'aider à la reprise d'entreprises. Alors, expliquez-nous comment ça se passe, comment vous l'avez mise en œuvre, pourquoi déjà vous en avez ressenti le besoin? Alors on en a ressenti le besoin, comme c'est exprimé tout à l'heure, sur le fait que souvent les associés, ça arrive souvent que les associés aient besoin d'un complément de financement pour reprendre une affaire, et que les acteurs traditionnels comme les banques ne sont pas toujours suffisants. Donc on a décidé de créer cette coopérative qui intervient. Alors effectivement, il y a tout un règlement intérieur avec une limitation de l'intervention, etc., des règles d'intervention. Mais l'idée, c'est d'intervenir pour aider un associé à reprendre une entreprise. Donc c'est une aide financière et c'est aussi, comme on l'a évoqué, une caution par rapport aux banques en disant, nous, coopératives, on croit à ce projet et on s'implique aussi financièrement dans ce projet. Donc c'est un soutien aussi. Et vous avez levé une cotisation spécifique? Oui, tout à fait. Il y a une cotisation. Oui, il y a une cotisation qui a été levée. Pour l'anecdote, Olivier tout à l'heure nous disait que ça avait été voté à 85%, c'est-à-dire en gros, peu importe le chiffre à la virgule, mais adhésion globale chez vous? Oui, pareil, quasi unanimité. Les associés étaient vraiment très très positifs par rapport à cette proposition. D'accord. Donc la prise de conscience, elle avait eu lieu. Oui, tout à fait. Ça fonctionne aujourd'hui? Alors on a un premier dossier qui est en cours de validation. Et un autre qui est en cours on n'en est pas encore à la validation, mais qui est en cours de constitution. Et quelle est votre capacité d'action? Là aussi, même question qu'Olivier. Là, vous avez un projet et demi, on va le dire comme ça. Oui. Votre capacité, elle est bien au-delà ou elle est... Oui, bien sûr. Oui, en tout cas, on souhaite être prêt à pouvoir aider un nombre important de dossiers. Ça peut représenter combien de dossiers par an? Ça dépend parce que c'est plus en termes de valeur d'intervention de montant d'intervention que de nombre de dossiers en fait. Et globalement, pour resituer Sinalia, combien de coopérateurs, combien de points de vente? Il y a presque 450 points de vente et on est 300 coopérateurs. D'accord. Et les 8 à 10% de renouvellement qu'il faut être capable d'anticiper chaque année, comme l'évoquait Philippe Le Breton il y a un instant, c'est en phase avec ce que vous vivez? Oui, c'est en train de se construire. Effectivement, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, entre autres par cette coopérative financière. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je ne sais pas ce qu'elle vous aura transmis, mais en tous les cas, eux, ils se sont transmis des choses, puisqu'en gros, elle a déjà l'idée de se dire que il faudrait peut-être qu'on prenne de ce qui se fait autour du parrainage, de la référence ou du tutorat pour l'intégrer chez nous. C'est l'intérêt du partage. Et rien que ça, c'est une forme de transmission déjà entre vous.
Dernier témoin de cette conversation, Jean-Louis Bancel, alors habitué de cette tribune, président du Crédit Coopératif. Alors, c'est les 120 ans du Crédit Coopératif, donc ça fait un moment que vous transmettez, ou que vous participez à la transmission, on va le dire comme ça, et que vous transmettez en gros, une espèce de vision de ce qu'est la banque, pas tout à fait comme les autres de vous concernant. Oui, c'est toujours l'intérêt de fêter des anniversaires, c'est qu'on regarde un tout petit peu le passé, on essaie de comprendre ce qui a pu se passer. 120 ans, c'est vieux quand même. En 120 ans, il s'est passé bien des choses. La maison, elle a eu des hauts, des bas, et puis, en fait, le Crédit Coopératif d'aujourd'hui, c'est là aussi des racines, mais c'est toutes des moments de haut, des moments de bas, passé deux grandes guerres mondiales, etc. Vous vous doutez bien qu'on ne ressort pas tout à fait dans le même état que quand on y est rentré. Non, ce que je voudrais rajouter, ce qui est un point important, c'est, je regardais, il y a les individus qui tirent la locomotive, etc. Mais un des éléments qui me paraît important, c'est continuité, cohérence et bienveillance. Je reprends des mots qu'on a pu entendre là, et je donne cette illustration. Depuis 1945, le Crédit Coopératif, c'est simplement, je ne suis que le 4e président. Donc vous voyez qu'il y a une certaine forme de continuité, et il y a toujours eu ce travail de la part de ceux qui ont été en place de se dire il faut mettre le terrain en place pour faire la succession, parce que notre histoire, il faut en être fier, mais ce qu'on doit construire, c'est l'avenir. L'élément aussi que je voudrais rajouter qui m'a beaucoup plu là dans les échanges, c'est que pour une fois, je n'ai pas entendu une fois le mot crise. Et donc moi, je voudrais dire combien ça fait plaisir quand je viens dans des milieux où il y a des chefs d'entreprise qui reconnaissent que l'environnement est ce qu'il est, mais qui font leur travail de chef d'entreprise, c'est-à-dire qui se lèvent et qui font prospérer leurs affaires pour justement la transmettre. Et c'est ça pour moi qui est très important, c'est ce qu'on est en train de mener dans la campagne de communication qu'on fait. On fait des affiches là dans les agences du Crédit Coopératif parce qu'on aime beaucoup le mot utopie. Alors on termine notre pub en disant utopiste point d'interrogation, c'est optimiste point d'exclamation. Et ce qui est important de travailler sur la transmission, c'est forcément de porter l'optimisme, c'est de se dire que voilà, il y a des moments peut-être plus difficiles que d'autres, mais on sait pourquoi on le fait, parce que c'est pour transmettre à d'autres. Je voudrais reprendre sur des choses qui ont été évoquées. Alors bien sûr, il y a le point de départ qu'il ne faut pas négliger, qui est l'aspect purement économique, financier, patrimonial. Ça, c'est le premier volet de la transmission. C'est le premier volet, avec de données d'ordre statistique, démographique. Parler de la transmission, c'est reconnaître la finitude de notre vie à nous et que, il y aura un après. Une certaine forme de lucidité. Oui, ça peut être parfois un peu difficile, mais il va falloir transmettre. Je pense que c'est même intéressant d'être dans des milieux où on peut en parler, parce que pour certains, c'est même dans certains milieux, etc., c'est des tabous. C'est après moi, ils verront bien, quand je serai froid, ils verront. Et je pense que c'est la force de la dimension du travail collectif, de la dimension coopérative, d'essayer d'instaurer une certaine forme de distance. Je n'avais pas pensé à cette vertu-là, mais effectivement, je vais la rajouter. C'est une forme de stoïcisme, d'une certaine façon, si on veut faire un peu de philosophie. Il y a des choses qui sont importantes, bien sûr, à intégrer, qui est la problématique que nous, banquiers, on appelle de fonds propres, de capacité, bien sûr, à permettre de faire les investissements, alors soit dans le matériel, soit dans l'immatériel, parce que vous évoquiez en tout début de séance avec Alexandra le développement du e-commerce, etc. Transmettre, c'est parfois faire des périodes de tuilage, de chevauchement, permettre à un plus jeune de développer un projet dans des domaines où on considère que, soit parce qu'on n'a pas l'âge, la capacité, les compétences que d'autres fassent, et petit à petit monter en puissance. Donc on s'aperçoit qu'on peut faire de la transmission, c'est comme pour les plantes, soit par marcottage, soit par en prenant des graines et en les plantant. Le deuxième volet sur lequel moi j'insiste, qui est ce qui a été évoqué sur cette diversification des capacités à transmettre, par les enfants, mais aussi par d'autres associés, par des salariés, par l'extérieur. Ce qui me paraît important dans le monde du commerce associé,
C'est ce que j'ai eu l'occasion de dire pour un excellent ouvrage qui a été publié récemment. On en reparlera. Oui, mais c'est ce que j'avais appelé l'altruisme intéressé. Alors c'est volontairement que j'ai utilisé cet oxymore, parce que ça peut apparaître étrange qu'on entend là des gens qui votent à quasi-unanimité pour payer des cotisations, pour mettre de Ça, c'est pas de l'altruisme qui nous intéresse, c'est du sadomasochisme. Hein. Non, mais... Je vais vous rajouter un mot. Non, je pense que c'est de l'altruisme intéressé. C'est-à-dire que spontanément, on se dit, ils sont fous, ils paient, mais ils ont bien compris que ça les dépassait, c'est parce que c'est ensemble qu'ils vont faire. Et puis, c'est un point important qui avait déjà été perçu, mais qui, je crois, est en train de monter en puissance, c'est l'ascenseur social. Le commerce associé est un espace dans notre pays d'ascenseur social. On a même une jeunesse que je considère comme fantastique, et lui donner des espaces où elle puisse s'exprimer dans tous les sens du terme, c'est vraiment, à mes yeux, particulièrement important. Vous avez sur cette dimension évoqué économique. le fait que ce qui a retenu votre attention, c'est que plusieurs ont dit ça permet de faire venir des chefs d'entreprise de l'extérieur et pas uniquement les enfants d'eux, d'autres associés ou des collaborateurs intégrés. Je ne leur ai pas posé la question parce qu'ils ne seraient pas très objectifs, mais vous qui n'êtes pas dans leurs affaires, est-ce que vous pensez vraiment qu'un chef d'entreprise de l'extérieur peut devenir un coopérateur? Je vais vous répondre oui, parce que personne, enfin c'est classique dans notre monde coopératif, personne ne naît coopérateur. Vous savez, c'est une chose dont... Donc tout le monde peut le devenir, même ceux qui ont eu une autre vie d'entrepreneur avant. Pour moi, le point clé, c'est qu'il n'y a pas d'inné, c'est de l'acquis. Et je veux dire, c'est vraiment, et quand j'entends le mot ADN dans le monde des entreprises, à chaque fois ça me fait un peu hérisser le poil, parce que ça laisse penser que nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Et chaque génération doit être en partie maître de son destin. Et on récupère bien sûr des choses qui nous sont transmises, mais en même temps, c'est nous qui avons la responsabilité d'en faire autre chose. Et quel va être le facteur qui, pour moi, fait le lien? Et je vais prendre cette expression avec, bien sûr, la fable de La Fontaine, hein, le laboureur et ses enfants. C'est le travail. C'est ça qui me paraît le plus important. Bien sûr, il y a la transmission patrimoniale. C'est plus facile quand on peut avoir un peu de capacité financière, etc. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'on arrive à intégrer dans le commerce associé, même en n'ayant pas soi-même son pécule d'origine. Alors, il vaut mieux essayer. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous soulignez le fait que c'est de l'acquis et pas de l'inné. Oui. Voilà. Et ce qui donne du crédit en fait au parcours de postulants que les uns les autres ont présenté, ou à l'inverse, que Virginie disait, oui c'est vrai que nous on n'a pas ça, mais c'est finalement utile, parce qu'en fait ce que vous dites c'est que ça s'apprend. Je pense, et donc c'est là où on revient sur les autres volets qui ont particulièrement été bien développés, c'est la question bien sûr des compétences professionnelles, techniques, mais bon ça a priori ça paraît une évidence, mais c'est surtout les valeurs. Alors là je vais prendre ma casquette, j'ai l'immense responsabilité d'être le président du comité international des principes coopératifs. Vous savez c'est peut-être pas rien pas. ça. C'est pire que la Sainte Inquisition, hein, vous n'imaginez pas. Donc le mouvement coopératif depuis 120 ans, un peu plus de 120 ans, a défini des principes coopératifs. Alors il y en a 7, je ne sais pas pourquoi, on s'est mis d'accord sur un chiffre assez mythique, il y a 7 principes coopératifs et on essaye de les faire vivre. Et donc ce comité international dont je suis le président, on est en train de revisiter, d'écrire des versions pour les temps contemporains. Et justement, cette question vient toujours sur la table, qui est de dire, est-ce qu'on est là simplement pour révérer des principes historiques, etc., ou est-ce qu'on est là pour les faire vivre? Et donc, par exemple, cette question des transmissions, c'est un sujet clé. Il faut accepter, c'était très, très illustratif, le duo de nos amis, oui, bien sûr, c'était d'utiliser ce mot de bienveillance et de dire, voilà, je t'ai légué tout ce que je pensais, mais après c'est toi qui. Et tu as la responsabilité vis-à-vis de ceux d'après de leur retransmettre quelque chose. Mais après, c'est eux qui en feront ce qu'ils veulent. Évidemment que au crédit coopératif, ceux qui avaient prévu il y a 120 ans de créer le crédit coopératif dans le monde des coopératives de travailleurs, ils avaient une idée
est-ce qu'ils auraient jamais pu même imaginer que ça deviendrait ce que c'est devenu? Je ne le pense pas. En revanche, je pense qu'ils peuvent essayer d'être fiers de ceux qui, avant moi, ont fait cette transmission. Alors il y avait une autre idée que vous n'avez pas soulignée et soulevée dans ce qui a été dit ce matin, c'était avec le témoignage de Claude tout à l'heure, Biocop, Claude Gruffat, c'était le fait de transmettre ces valeurs jusqu'au client. Alors, vous qui êtes dans un milieu, la banque, où aujourd'hui on communique un peu sur ces valeurs, certaines compagnies, certaines banques le font, dans le commerce associé classique, on le fait finalement très peu. Est-ce que le terreau est fertile? Est-ce que le consommateur est prêt à entendre « je suis un commerçant pas tout à fait comme les autres » ? Je pense qu'il y a de l'espace. La grande difficulté, c'est bien entendu de trouver sa place, la cohérence, parce que ce que le consommateur perçoit de plus en plus, c'est le risque d'écart, de hiatus entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et le pire, me semble-t-il, c'est de se parer des plumes du pan, et puis que quand le consommateur pousse la porte ou décroche son téléphone ou je ne sais quoi, il s'aperçoit qu'il y a ce qu'on lui a raconté et puis ce qu'il a vécu. Et donc, moi, mon sentiment, c'est qu'il est important que chaque enseigne, que chaque réseau, ait sa cohérence. Il ne faut pas promettre, pour le monde du commerce, la promesse, c'est quelque chose d'important, autre chose que ce que l'on est radicalement. Oui, mais au final, encore une fois, quasiment personne, en tous les cas pas du tout dans les proportions de ce que fait Biocop, ne dit à ses clients à quel point il est différent, ne serait-ce que par son statut juridique. Est-ce qu'Intermarché, on peut refaire un petit tour de table rapide, tiens Philippe, prenez le micro, est-ce que Intermarché a des velléités de dire à ses clients, je ne suis pas, allez soyons fous, je ne suis pas Carrefour, parce que je ne suis pas coté en bourse, je suis un groupe coopératif, le patron ici c'est moi, dans les faits ça ne se voit pas. C'est la question qu'on se pose tous les matins. Eh bien oui, et c'est pour ça que qui est très, très difficile de mettre en musique, quoi. C'est très, très difficile, mais je pense qu'un jour, on trouvera le bon créneau. Mais parce que c'est l'étape ultime de la transmission, ça. Voilà, c'est la transmission jusqu'au client. Mais là, on est quand même dans une démarche qui est encore essentiellement mercantile, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on est produit, prix, etc. Et je pense qu'il va bien falloir qu'à un moment, on sorte de cette démarche-là pour aller beaucoup plus haut. Mais c'est vrai que c'est... tous les matins, on souhaite exprimer aux consommateurs notre différence. Donc c'est une interrogation, mais vous y répondez toujours en disant dans l'immédiat, je ne lui dis pas. Voilà, nous on a commencé à le faire là sur des communications assez récentes, par exemple sur la démarche que l'on fait sur la pêche responsable, mais c'est... Oui, mais là, vous pourriez très bien être un groupe non coopératif, ça serait pareil. Ça se lit dans les deux sens, quoi. Avant même d'en parler à ce consommateur, on peut déjà au moins en parler à ses salariés. Parce que vous savez que moi, ce qui me frappe, alors le monde bancaire est assez intéressant, parce que pendant longtemps, beaucoup de banques coopératives, les consommateurs eux-mêmes n'imaginaient pas qu'elles étaient coopératives, et même pas les salariés. Et donc, la vertu de se prendre parfois des portes pour certains, comme je dis, c'est de boire des grands bols d'eau Florine coopératifs pour devenir un peu moins vert pour certains, et donc plus coopératif. Et donc, le point qui me paraît important, c'est quand vous n'imaginez pas, quand il y a à l'intérieur des groupes bancaires, il y a des études sur comment les salariés vivent leur situation. Et quand, in fine, les salariés ont le sentiment qu'ils ne se sentent vraiment pas très bien à l'aise dans la boutique parce qu'ils sont dans « il y a ce que je fais, il y a ce qu'ils disent », je pense que c'est déjà la première étape pour cheminer. Et je pense que c'est un point important parce que pour faire du recrutement chez des salariés, il est déjà important qu'eux-mêmes sachent qu'il y a un espace. Et donc moi je pense, c'est pas systématique, c'est pas obligatoire, je pense qu'il peut y avoir un cheminement qui passe par l'intermédiaire des salariés avant d'aller peut-être directement au consommateur. Dans tous les cas, les assureurs, les banquiers, ils sont allés déjà depuis quelque temps et de manière très très assumée. Oui, enfin bon, je nous mets nous de côté parce que nous c'est notre démarche, etc. Pour d'autres, ça a été plus contraint, mais il faut toujours se réjouir de voir les gens redécouvrir toutes les vertus de la démarche coopérative. Un mot à chacun pour terminer. Qu'est-ce que vous avez retenu d'une expérience venant de nôtre? Alors Virginie, je vais le redire, mais vous pouvez reprendre le micro. Je vous ai bien entendu dire, le parrainage, c'est finalement pas si mal que ça. Je prendrais bien ça. Oui, c'est pas finalement. On y a déjà réfléchi. Je fais court et simple. Effectivement, oui, on pense que c'est quelque chose de très intéressant et
qui est probablement une clé pour l'avenir de la coopérative. Philippe, qu'est-ce que vous auriez retenu de ce qui s'est dit, une idée, une pratique Je voulais juste changer le terme de M. Bancel et altruisme, je préfère solidarité. Je pense que c'est le propre de nos groupes. Ouais, d'ailleurs, on s'est rendu compte tout à l'heure que c'était le seul mot qui ne figurait pas ici, mais comme ça, l'oubli est réparé. Et Guy me dit chut, mais si, attends, ils l'ont vu de toute façon, mais au moins ça a plus de force quand c'est dit spontanément, de manière non commanditée. En tous les cas, effectivement, il faut rajouter la valeur de la solidarité. Olivier, qu'est-ce que vous auriez retenu beaucoup d'intérêt sur les parcours de postulants. Ouais. C'est quelque chose qu'on avait mis dans notre charte de travail et qu'on a laissé de côté pour l'instant. On se dit, bon, on verra bien quand le premier dossier arrivera, et là, ça si vous jamais c'est là. Peut-être un peu là, ça stimule, et en plus, le premier dossier, c'est bien un directeur d'hôtel qui veut devenir propriétaire. Donc, ça va relancer 2-3 réflexions chez nous pour justement on puisse utiliser des expériences. Et qu'est-ce qui vous a frappé, le fait que ça soit obligatoire, même quand on a, soi-disant, un bagage technique élevé? Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai qu'on se dit naturellement qu'un directeur d'établissement ou même de Super U peut assez logiquement finalement faire la bascule, s'il en a véritablement l'envie, qu'il sent au fond de lui qu'il en a les compétences. Mais je crois que c'est important de cadrer ces éléments parce qu'il y a quand même un métier différent entre chef d'entreprise et directeur d'établissement. Bon, Jean-Louis me disait, c'est un peu comme le service militaire, du coup. C'est vrai qu'il y a une analogie à faire, quel que soit le niveau avec lequel on rentre, le but c'est d'y passer. Louis-Marie. Moi, déjà, pour une première participation à une journée de la FCA, je suis étonné des terminologies qu'on emploie, que je retrouve, moi, c'est rassurant. Oui, c'est très rassurant. Et puis surtout quand on entend... Vous êtes tombé au bon endroit. Quand on entend les résultats comparés à d'autres formes de commerce, je pense que là aussi c'est très rassurant. Par ailleurs, moi, un terme qu'on retrouve aussi partout, c'est celui de l'implication, qu'on retrouve, ce que vous évoquez dans l'application dans le travail, mais aussi l'implication, le temps qu'on va donner aussi pour son groupe, alors bien sûr pour son entreprise, pour son équipe, pour l'environnement aussi, parce qu'on a parlé aussi de la différence qu'on va retrouver dans les mouvements de type coopératif par rapport à des groupes intégrés. On est impliqué dans notre espace, notre environnement, donc ça c'est quelque chose d'essentiel. Et puis le temps aussi qu'on va donner les uns et les autres pour notre coopérative, pour notre prenez métier. pas le mot tiers-temps, vous savez, il est déjà déposé. De la même manière qu'ils n'ont pas pris parrainage, faites gaffe. Chacun les siens, mais voilà, moi le terme implication me va bien. Claude, qu'est-ce que vous retenez, ou une idée qui aurait été évoquée ailleurs, dont vous dites, tiens, celle-là, elle serait pas mal chez moi? Globalement, c'est que dans un monde en mutation ou en transition, la transmission, c'est quelque chose qui s'accompagne et de manière différente en fonction de nos origines, de nos racines, etc. Mais c'est cette notion d'accompagnement, ce qui veut dire que ce qui se passera demain, on l'a déjà prévu aujourd'hui, on l'a déjà décidé aujourd'hui. Donc demain, on sera ce qu'on a décidé aujourd'hui que ce sera. Et cet accompagnement dans la transmission est quelque chose d'important. Bien, merci à tous les 6. Vous pouvez les raccompagner en les applaudissant comme l'on dit.